C'est toujours bon de faire de l'exercice puis arriver à un niveau où ce que on élimine la toxine. Et je me disais, quelle toxine? Ça vient d'où la toxine? Ben, la toxine, il y en a dans tout. Il y en a dans l'air qu'on respire, il y en a dans l'eau qu'on ingère, les aliments, il y en a partout, partout. Et le corps, euh, comme on bouge pas tout le temps, constamment, des fois le corps a besoin d'un petit coup de pouce pour éliminer la toxine. Et puis, c'est bien de faire un exercice, d'arriver à un point où on a très chaud et qu'on commence la sueur commence à sortir. Et dites-vous que non seulement on perd des calories quand ça fait ça, mais on élimine la toxine et on se sent tellement mieux par après. Donc, important de prendre soin du corps en faisant de l'exercice. C'est super. Juste être là. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga dans ma vie. La respiration consciente, on en fait beaucoup et oui, c'est très bon, très bien pour le mental, physique et émotionnel. Ça équilibre beaucoup au niveau de la respiration. Faire de la respiration consciente, je ne donnerai pas de cours ici ce soir, là, mais c'est une pratique qui peut être très efficace pour les gens qui sont très anxieux ou qui ont plusieurs problèmes au niveau de la. Ce sera pas long, on va m'ajuster, là. OK. Ça va être comme ça. Je vais m'éloigner un petit peu, tiens, des projecteurs. C'est ça. Ça aide beaucoup la respiration consciente parce que c'est une sorte de recueillement. Ça peut être même une méditation. Juste prendre conscience que l'air rentre, l'air sort. Parfois, on peut compter, on peut calculer des secondes qu'on retient, des secondes qu'on expire. On peut rallonger nos inspires, expires, retenir. Faire de la respiration consciente, c'est comme faire de l'exercice, sauf que euh, ça libère pas autant de toxines, par exemple. Par contre, au niveau mental, émotionnel et au niveau de l'équilibre, c'est très bon. Ça apporte une détente. Ça nourrit aussi le prana qui est dans l'air. Le prana, c'est de l'énergie qui circule dans l'air, des particules d'énergie. Il y en a beaucoup. Il y en a tout le temps. Sauf les journées où, comme aujourd'hui, c'était un peu maussade, il y en a un petit peu moins. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de soleil. Parce que quand le soleil est là, il y a beaucoup de prana dans l'air. Et le prana, quand on l'inspire avec conscience, il y a peut-être l'effet est augmenté de je ne sais pas combien de pourcents, mais ça nourrit beaucoup le prana. D'ailleurs, il y a des personnes sur Terre qui ne mangent plus, ils respirent, se nourrissent de prana. Et ça, c'est un autre sujet. Ici, j'ai impigé une carte qui parle du pardon. J'apprends à pardonner aux autres en sachant que la haine est destructeur chez la personne qui l'entretient. Ça, dans mes ateliers que je donnais à Bécomo, euh, quand je donnais une conférence sur le pardon, j'avais pas beaucoup de personnes. C'était la conférence où il y avait le moins de gens au niveau de la participation. Là. Quand je faisais un thème et que ça parlait du pardon, les gens, on dirait qu'ils partaient à la course et ils avaient peur. Parce que peut-être que c'est la religion qui a porté ça. On nous a peut-être pas appris à pardonner de la bonne façon. Euh, une fois qu'on connaît la manière et la procédure à faire pour effectuer un pardon véritable, euh, c'est tellement libérateur qu'on a le goût d'aller voir en dedans de soi tout ce qui nous affecte pour arriver à effectuer un pardon pour pouvoir se libérer. Et ici, on parle de la haine. On dit que la haine est destructeur chez la personne qui l'entretient. Ça, c'est vrai. Lorsque vous haïssez quelqu'un ou que vous avez une colère avec quelqu'un,
du ressentiment avec quelqu'un, tu sais, une émotion que vous nourrissez, euh, ça fait pas mal à l'autre personne. Ça fait pas mal à... Ça n'affecte pas aucunement l'autre personne. Ça affecte la personne qui entretient cette émotion-là. Toutes vos émotions vous appartiennent. Tout ce qui se passe dans votre monde émotionnel, que ce soit de la joie, que ce soit de la honte, du ressentiment, de la peine, tristesse, colère, haine, tout ça, même si vous croyez que ça va être, c'est nourri de l'extérieur, donc c'est nourri par une personne qui est à l'extérieur, hein, même si vous pensez que c'est l'autre qui déclenche en vous la colère, la haine, ou que c'est peut-être un événement qui vous déclenche ça, c'est ce qu'on appelle, quand je parle d'extérieur, c'est ça, c'est ce qui se passe dehors, en dehors de vous. Même si vous croyez que c'est à cause de, hein, à cause d'une personne, d'une chose, d'un événement, peu importe votre croyance, vous pensez que ça vient de l'extérieur. Par contre, c'est vous qui entretenez cette émotion-là. Et c'est à vous que ça nuit. C'est à vous que ça fait mal. Si c'est une émotion qui vous fait souffrir, ça fait mal. Sauf que il y a l'inverse aussi. Si c'est de la joie que vous ressentez, du bonheur, si c'est une satiété, un calme, quelque chose de très positif, c'est bien aussi, là. Mais ça, c'est pas destructeur. Donc, j'aime pas les mots positifs, négatifs, là, mais on va utiliser favorable et non favorable. Donc, tout ce qui est considéré comme apporte un bien-être à la personne, ça c'est favorable, une émotion favorable, et des émotions qui nuisent au bien-être de la personne, c'est défavorable, et c'est à nous de, d'en être conscient, et c'est à nous de gérer ce monde émotionnel-là, ça nous appartient. Donc, c'est important lorsque vous êtes euh, envahi par une émotion, de ne pas prendre de décision. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand vous êtes dans une émotion, qu'elle soit positive ou négative, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes envahi par une émotion. C'est l'émotion qui parle. Ça, on le voit souvent par... tu sais, la télé, on compris ça, hein, la publicité, même les journaux maintenant, tous les médias ont compris ça, là, que les gens ne vivent que par émotion. Euh, c'est même à faire attention, parce que maintenant, c'est fou. Je visionnais hier une chronique concernant le cellulaire. Maintenant, le cellulaire, quand on l'ouvre, il y a déjà un fond d'écran coloré. Ça amène une certaine dopamine, ça amène une certaine excitation. Tu sais, les flashs, le doigt qui se promène sur l'écran, la vitesse que ça va, toutes les applications. Tout est fait pour que on l'ait toujours dans les mains. Tout est fait par émotion. Tout est fait comme la personne, elle veut consommer, consommer, consommer. Vite, donnez-moi mon cellulaire, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille parler à quelqu'un, il faut que j'aille m'informer, il faut que je prenne des nouvelles de telle chose, faut que j'aille jouer un jeu. Tu sais, il y a toujours, on l'a toujours dans les mains. Et euh, évidemment, vous avez dû remarquer que ce soit dans les médias sociaux ou, ou dans une page Internet, il y a de la publicité, il y a plein de publicité. C'est sûr, ce sont les entreprises ou les organisations qui payent la publicité et parce qu'ils savent que vous êtes des consommateurs
et que en prenant votre cellulaire, peu importe si c'est sur un média social comme Facebook ou peu importe le nom, là, tous les médias sociaux, toutes les pages Internet, en majorité, sont bombardés de publicité et les promoteurs en profitent. Ils en profitent parce que les médias sociaux sont gratuits. On n'a pas besoin de payer. Donc, comment ils font pour survivre, payer les gens qui travaillent à gérer toute cette boîte-là? Ben, c'est par ceux qui investissent de la publicité. Et comme on est porté à utiliser nos cellulaires à toute heure, tout moment, bien, on est bombardé de publicité et ça a un certain effet sur nous. Toute publicité est là pour nous faire capter l'œil, capter l'oreille, apporter une émotion. Et s'ils réussissent à apporter une émotion, eh bien, ils vous ont hameçonné, comme on dit, ils vous ont attrapé par l'émotion. Et là, vous êtes malléable. Hein? On va vous offrir des choses, ça va être marqué gratuit à l'achat de. Vous connaissez le truc, là. Et moi, ce que j'essaie d'en venir par là, c'est que quand on est dans l'émotion, on fait des choses rapidement, très vite, on ne pense pas vraiment toutes les conséquences que ça peut apporter. Et moi, malheur est de constater que, bon, des fois, on va à un enterrement, puis on se dit, mais mon Dieu, il y a donc bien des fleurs, il y a donc bien c'est fou, les gens ont mis le paquet, et puis, tu sais, tu te dis, bon, c'est pas. Oui, on l'aimait, cette personne-là, oui, tu sais, je veux dire, mais là, elle est partie, elle n'est plus là. Et par émotion, par souffrance, par intensité émotive, les gens, ils se disent, ah non, je vais prendre les coups. À vos temps, ça vaut la peine qu'on mette temps, puis là, au pire, on va, tu sais, la famille, on va tout mettre un gros montant chacun, et puis ça. C'est les émotions, alors qu'on pourrait rester dans la simplicité, et que ça serait aussi beau, aussi charmant, ça serait moins, coûterait moins cher. Juste un exemple que je vous lance comme ça par émotion. Par émotion, on peut aller acheter un véhicule, une publicité qui passe. Vous avez vu quelqu'un aller à toute allure sur un chemin tortueux et vous remarquez quand la publicité des autos, souvent c'est un chemin tortueux, puis il est tout seul sur le chemin. Ça arrive rarement hein, quand on est tout seul sur la route. Mais il vous montre ça pour vous montrer que vous pourriez avoir une certaine liberté à acheter une voiture neuve, puis cette marque-là, avec ce modèle-là, et puis là, la personne, par émotion, si elle ne se retient pas, s'en va dans un concessionnaire pour acheter un véhicule. C'est le même que ça fonctionne. C'est ça, la publicité. Et si vous êtes vraiment conscient de tout ce qui vous bombarde en publicité, si vous restez conscient, vous ne serez pas un consommateur impulsif. Vous allez plutôt penser à votre affaire, vous allez songer, vous allez réfléchir et en tout cas, vous ne seriez pas vous n'allez pas être sur une impulsion, sur une émotion. Et c'est mieux comme ça parce que des fois, on achète des choses trop vite, on, on regrette. Toutes les émotions sont des bulles finalement. On peut s'accrocher à une bulle émotive, qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire qu'elle soit favorable ou défavorable. Il y a des émotions qui sont difficiles à libérer parce que ça vient toucher d'autres émotions qu'on n'a pas libérées. Un exemple, si moi je suis une personne qui entretient beaucoup de colère face à plein de choses que je n'ai pas acceptées, bien,
ça se peut qu'il m'arrive un autre événement qui vienne se rajouter à ça, puis qui réveille déjà la colère que j'ai à l'intérieur. C'est ça quand on dit qu'ils ont mis de l'huile sur le feu, là. Quelqu'un a mis de l'huile sur le feu, ben c'est ça. J'avais déjà un feu en dedans de moi, puis quelqu'un a ajouté de l'huile, ou quelqu'un a fait déborder le vase. C'est parce que le vase il était déjà plein. Et quelqu'un me dit une petite affaire, puis là, j'explose. Euh, c'est très rare de voir une personne qui est toujours sur le neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop joyeuse, elle n'est pas trop triste, elle est toujours comme sur le neutre. C'est très rare et ça doit être un petit peu plate aussi pour, malgré que la personne peut se sentir très bien là, dans sa neutralité, mais les gens alentour, peut-être que, je sais pas que je n'ai jamais rencontré des gens qui ont comme pas en tout cas, qui n'expriment pas mon monde émotionnel. Euh, Parce qu'il y en a quand ils sont joyeux, les personnes joyeuses, et des fois, ça explose. La joie, on sent, l'explosion, on sent la joie qui émane, on sent que c'est intense. Et il y en a des gens intenses qui font la même chose aussi avec la colère, avec la tristesse, les pleurs. Il y a rien de pas correct dans le fait d'exprimer des émotions. Ce que j'essaie d'apporter, c'est que euh, on est tous des êtres humains avec un corps émotionnel et ce corps-là, il parle. Le meilleur exemple là, que je peux donner que c'est nécessaire de libérer les émotions, c'est de regarder les enfants. Regardez les enfants, ils sont ensemble, tout à coup, il y en a un qui fait pleurer l'autre, ou qui l'autre, il met l'autre en colère parce qu'il y a une chicane pour un jouet. Les enfants sont tellement ici maintenant dans leur monde que toutes les émotions se vivent et sortent. Le rire, la joie, la tristesse, la peine, la colère, tout ça, dans une journée, c'est fou quand on regarde ça, comment les enfants expriment leurs émotions. Et c'est fou de regarder aussi comment les adultes n'expriment plus leurs émotions. C'est comme, c'est comme on n'a plus le droit, on s'est enlevé le droit de vivre nos émotions. C'est à réfléchir. Même, c'est même, comment on dit ça, donc, c'est néfaste pour la santé de ne pas laisser nos émotions sortir. Tu sais, il n'y a pas de honte à pleurer quand on a envie de pleurer. Il n'y a pas de honte à s'esclaffer de rire aussi quand on a envie de rire. De dire ce qu'on a à dire, de déclencher des rires chez les autres aussi. Là. Tu sais, on peut dire des choses et tout le monde part à rire. Puis c'est ça, la vie, c'est ça, c'est vivre des émotions. C'est- La vie, c'est rempli d'émotions. On est des êtres émotifs. Faut arrêter de les retenir. Il faut arrêter de s'empêcher d'être. Euh, Quand on vit une émotion et qu'on en est témoin, tu sais, je suis témoin que je pleure, je suis témoin de ma colère, je suis témoin de mon petit côté agressif, je suis témoin de ma tristesse, je suis témoin de mon bien-être. Quand je suis bien, je sais que je suis bien. Tu sais, être témoin de son monde émotif, comment je peux dire, donc, c'est atteindre un certain équilibre dans sa vie. Pourquoi? Ben, parce qu'on est capable d'exprimer nos émotions sans se laisser envahir par l'émotion. Quand on reste témoin de l'émotion, quand on est en train de s'apercevoir qu'on est triste et que c'est correct d'être triste, puis de sortir quelques larmes, de, de, de se donner le droit de vivre ces émotions-là, c'est qu'on en est témoin et on ne fait pas les choses par émotion. C'est faire les choses par émotion, c'est comme
quand les gens disent j'ai un coup de tête pour telle affaire, j'ai décidé ça, mais quand je l'ai décidé, j'étais en colère ou je l'ai décidé, j'étais triste. Les décisions, quand on vit des émotions, sont pas les mêmes que si on était en dehors de l'émotion. Fait que lorsqu'on vit une tristesse, tu sais, cette tristesse-là, selon son intensité, peut nous faire prendre des décisions qui ne sont pas vraiment les bonnes décisions. C'est là que je veux en venir. Donc, au niveau des émotions, c'est encore là, c'est quelque chose à surveiller et à être témoin. Même chose avec nos idées, le mental. Tu sais, on a le corps émotif, il faut être témoin du corps émotif, le laisser être, lui donner le droit d'exister. Et c'est la même chose avec le corps mental. Dans notre tête, le corps mental, tu sais, vous savez, quand je parle du corps mental, c'est tout le corps de nos pensées. Des fois, il faut se regarder penser. Se regarder penser, c'est bizarre ce que je dis là, mais il faut devenir témoin de nos pensées, donc devenir conscient qu'on est en train de penser et de regarder penser ces pensées-là. Parce que des pensées, des fois, on se dit, hey, mon Dieu, si le monde savait ce que je pense, peut-être que j'aurais moins d'amis, tu sais. Il y a certaines pensées qui vous appartiennent, ben, toutes nos pensées nous appartiennent. Ce que je veux dire par là, il y a certaines pensées que qu'on nourrit, qu'on alimente, puis il y a d'autres pensées qui sont superflues, qui sont même drôles, qui n'ont pas d'allure, on va dire, qu'on n'alimente pas. Parce qu'on a tout un code à l'intérieur qui nous dit ça je peux pas, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est positif, ça c'est négatif. Puis on a tout eu un bagage d'enseignement, euh, notre background, là, à l'école, les amis, tout notre background d'expérience fait que on filtre nos pensées et c'est là qu'on décide si oui ou non on adhère à une forme de pensée, si oui ou non on la nourrit, cette pensée-là, pour arriver à exécuter, c'est-à-dire mettre en exécution notre pensée. Si en ce moment, et j'ai une pensée qui me dit, bon, je ne sais pas, je devrais parler de telle chose. Et dans ma tête, ça dit, non, parle-en pas tout de suite, c'est pas le temps. Bon, ben OK, je vais retenir ma pensée, je vais mettre ça sur une tablette, et peut-être que en avançant dans mes propos, je vais décider, changer de décision. Je vais dire, non, ça, je pense, ça a été mieux que j'en parle pas finalement. C'est un sujet trop long, trop compliqué, tu sais. Et c'est là que je veux en venir. Nos pensées qui surgissent, on doit les regarder et c'est là qu'on doit décider est-ce que c'est une pensée que je dois mettre à exécution ou bien c'est seulement quelque chose que je dois mettre sur une tablette ou éliminer, tout simplement. Je n'alimente pas cette pensée-là. Et pour faire ça, il faut devenir témoin de nos pensées. Notre pensée, souvent, déclenche le monde émotionnel, notre corps émotionnel. Et notre corps émotionnel, lorsqu'on vit une émotion, vous avez sûrement remarqué que votre corps physique est affecté. Hein? Donc, on a des frissons, qu'on shake, les tremblements. Des fois, on a des maux de ventre, des maux de tête. Vous voyez comment tous les corps sont reliés ensemble. Hein? Le monde mental, ben, le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel. C'est ça qui constitue l'être qu'on est. On est des êtres dans des corps physiques. C'est pour ça qu'on s'appelle des êtres humains. Donc, je parle de ça juste comme ça, juste pour vous conclure que
Ne jamais prendre de décision par émotion, c'est pas le temps. Et comment je pourrais dire, le meilleur temps pour prendre une décision, c'est quand vraiment on sort de l'émotion. Tu sais, on a sorti de la colère, on a sorti des pleurs, on a sorti du monde émotionnel, et là, on revient sur le neutre. Nos pensées sont plus claires, et là, on peut prendre une décision à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'événement qui nous a fait vivre une émotion. On- comment on va réagir à ça, là? C'est toujours la meilleure façon de procéder. Ne jamais prendre de décision lorsque vous êtes en émotion. Ce soir, je cherche mes mots. Il y a des, il y a des, il y a, il y a des, il y a des temps où c'est plus facile. Ce soir, je trouve ça un peu difficile. Je cherche mes mots. C'est peut-être la fatigue. Peu importe, c'est comme ça. Les choses sont jamais pareilles. Et ça me fait plaisir d'être capable de répéter, de reformuler, d'avancer, d'être capable d'expliquer, oui, de vulgariser aussi. J'aime bien vulgariser en passant. Parce que, tu sais, des fois, on écoute des conférenciers. Les mots sont tellement, en tout cas, pour moi, là, moi qui ai été élevé dans une famille, tu sais, où on parlait pas, là, tu sais, on parlait québécois, puis on parlait joual, puis on se parlait comme je vous parle, en français, là. Puis, il a fallu, puis encore aujourd'hui, lorsque j'écoute des conférenciers ou bien des chroniques quelconques, un web journal ou quelqu'un qui parle, ça, et quand les mots deviennent trop dictionnaires, là, ben moi, ils me perdent. Parce que, oui, je retiens une partie de ce que j'ai écouté, mais quand les mots sont trop longs, trop dictionnaires, tu sais, c'est des mots qu'il faut que tu cherches dans le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire, puis finalement, il aurait pu le dire en français, comme on dit, en vulgarisation, puis ça aurait passé mieux. J'ai pas été élevé dans le perlage, tu sais. Moi, j'ai été élevé un petit peu dans la vulgarisation, on va dire. Et parfois, je me surprends à utiliser des mots que j'ai déjà entendus. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on s'améliore en langage et en écriture. Hein? À force d'écouter, lire des livres et tout ça, on utilise des mots qu'on a lus, qu'on a entendus. Et, mais il restera toujours que le commun des mortels, ceux alentours, là, ici, là, sur la Côte-Nord, au Québec, là, vont toujours comprendre le québécois. À moins que tu sois dans une ville où ça parle seulement anglais, là. Mais je veux dire, au Québec, ça parle québécois et moi, j'aime bien vulgariser les choses pour qu'on se comprenne comme il faut. Euh, je ne sais pas si tout le monde, ben, tout le monde, on n'a pas été habitué, quand on vit une émotion, de, de s'en accaparer en disant je suis responsable de mon émotion, ça m'appartient. On n'a pas été habitué à ça. On était habitué tout de suite à pointer du doigt la personne, la chose ou l'événement qui nous blesse ou qui nous fait vivre une émotion. On n'a pas été habitué à dire bon, cette chose-là me réveille en moi une colère. C'est la chose réveille en moi une colère. La colère est en moi et c'est pas la chose ou l'événement qui est venu porter une colère, qui m'alimente dans la colère. Réveille une colère, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que j'avais déjà une colère à l'intérieur, elle a réveillé la colère. Donc, faites bouger en moi un sentiment de colère. Ce sentiment-là, c'est à moi, c'est pas à l'événement. Tu sais?
Et là, nous, on était habitués de dire, ben, c'est à cause de ça que j'ai une colère. Ouais, mais si cet événement-là apporte une colère, vous apporte une colère, et qu'à l'entour de vous, il y a des gens que ça ne les dérange pas, eux, ils ne vivent pas de colère, qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? C'est ça. Il y a déjà une colère en dedans de moi, l'événement l'a réveillé. L'autre à côté, elle ne vit pas une colère face à ça. C'est parce qu'elle n'a pas, ça ne l'a pas réveillé. Elle a peut-être aucune colère. Ou si elle en a, c'est pas face à un événement comme ça qui va la réveiller. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est pas à cause de l'événement. C'est à cause, là, il faut s'en débarrasser. Je, je vis une colère. Cet événement-là a réveillé une colère. C'est à moi de gérer ma colère. C'est à moi de dire que j'en suis responsable. Elle m'appartient. C'est à moi à la gérer. C'est à moi à faire en sorte que les prochains événements qui ressemblent à ça, ben, que la colère, libérer ma colère. Tu sais, aller régler ma colère, aller voir pourquoi je ressens une colère ou que j'expérimente une colère. Parce que cet événement-là, ça vient chercher quoi dans moi, là? C'est ça qu'il faut aller voir, puis régler. L'être humain, comme je disais tantôt, il y a un corps émotif et c'est pas évident, les émotions. C'est pas évident, c'est pas facile. Hein, c'est on n'a pas. Tu sais, à l'école, là, on nous enseigne des matières, c'est fou, toutes sortes de choses qu'on nous enseigne, puis bien souvent, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec ça plus tard, on me sent que ça ne me servira pas. Puis c'est en plein ça, il y a plein de choses qu'on étudie que ça ne sert pas. Euh, Par contre, on devrait plutôt nous enseigner comment gérer notre corps émotionnel, comment arriver à être en équilibre au niveau de nos pensées, comment utiliser notre potentiel intérieur, comment jardiner, hein? Comment nourrir notre corps physique en jardinant. C'est toutes des choses qui alimentent ou supportent l'être humain dans son ensemble. Là, on nous enseigne juste le mental, nourrir le mental. Puis, ben, dans le fond, on nous enseigne à l'école, malheureusement, à nourrir un système. Le système dans lequel on vit. Le système que j'appelle la matrice. Là. Et ben, c'est sûr que ça va changer, là, parce que l'être humain, dans son évolution, ne peut pas rester à ça. Là. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher au système, parce qu'il va changer. Et tout est en constante évolution, même nous, et le système va finir par changer, ça c'est sûr. Le choix de se choisir, c'est bon. On va vous lire un petit extrait. Se choisir, c'est faire l'action de se respecter. Se respecter, c'est s'aimer. Quand on se respecte, on ne se change pas afin d'attirer l'attention d'autrui. On cesse aussi de faire des pirouettes pour l'obtenir. On reste simplement soi-même. Donc, c'est ça, le choix de se choisir. On fait le choix de se choisir. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ah, je me suis choisi. Tu sais, la personne, mettons, est en couple, puis ça va pas bien, puis ça fait longtemps que le problème dure, et puis il y a toujours comme... il y a quelque chose à l'intérieur des personnes en couple qui ne sont pas nécessairement heureuses, on va dire. Il y a quelque chose qui fait, mais ça peut être, je dis quelque chose, mais ça peut être plusieurs choses, pas juste ça, qui fait que le couple est encore ensemble et que il y a comme, comment je peux le dire, donc, ce serait trop lourd de changer
la, 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 la- ben, c'est changer. Ça serait trop lourd de changer. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il y a deux personnes qui sont ensemble, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, puis il se passe plus rien dans le couple, et ils sont tellement embarqués dans une routine, tellement, les, les choses sont tellement euh, pareilles du matin au soir, et on dirait que l'énergie du changement, de faire un pas en avant pour changer de vie, n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Et à la crainte aussi, qu'est-ce que je dois faire? Euh, c'est comme, comment je peux dire, la peur du changement. C'est comme la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver si je me sépare? Qu'est-ce qui va arriver si je me choisis? Hein? Si je décide de me choisir, qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que qu'est-ce qui va arriver de moi? Que je vais être bien là-dedans? Est-ce que est-ce que je prends vraiment la bonne décision? Est-ce que ça vaut la peine? Tu sais? Est-ce que je suis en train de me dire que c'est pas meilleur ailleurs? Ou bien je mérite ce que j'ai, je mérite pas d'autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on alimente en dedans de soi qui fait on n'a pas la joie d'être ou le bonheur qu'on désire? Et je vous parle de tout ça parce que je suis témoin à l'occasion de couples comme ça où ça fait trop longtemps qu'ils sont ensemble et ils ont tellement comme investi il y a quelque part que c'est comme inimaginable ou trop compliqué d'arriver à euh, que chacun soit gagnant-gagnant. Tu sais, et moi, je comprends. Je comprends que euh, qu'est-ce qui se passe. Je comprends aussi qu'il y a des raisons pourquoi les personnes sont encore ensemble. Et, et en même temps, je me dis, euh, je le souhaite pas, mais le fait qu'on soit pas heureux ou au quotidien, on vit dans une sorte de marais, on cale, on s'ennuie, on espère autre chose, l'autre chose n'arrive pas, on désespère, des fois on se lève et on dit c'est un matin que ça se passe, et quand vient le temps de le faire, c'est mort dans l'œuf, il n'y a pas de changement, puis là on fait un petit bout, on va attendre après fête, on va attendre après Pâques, on va attendre que l'été finisse. C'est toujours comme ça. Ça fait des années, là, c'est comme ça. Là. Bon, moi, je dis aux gens, ceux qui sont ouverts à ça, je me dis, il faudrait exprimer chacun de votre côté ce que vous désirez. Écrivez sur un papier ce que vous désirez chacun de votre côté. Faites un exercice, le couple. Faites un exercice. Chacun de son côté va écrire ce qu'il veut, ce qu'il désire, sans montrer la feuille à l'autre. Ça, c'est un exercice. Chacun va écrire ses besoins. Tu sais, on n'est pas là pour dire ah, tu m'as pas donné ça, tu m'as pas compris dans ma vie, c'est ça que je voulais. C'est pas ça, là. L'exercice, c'est pas ça. L'exercice, c'est de s'asseoir chacun pour soi, prendre une feuille et d'écrire qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi nos besoins? Tu sais, on veut plus d'affection, de sexe, d'attention, d'activité, de projet? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi qu'on veut? Pas ce qu'on veut de l'autre, là. C'est pas ça, là. Vous êtes tout d'un coup, vous imaginez, bon, là, je suis célibataire, moi, en tant que personne, là, qu'est-ce que je veux? C'est quoi je veux?
Et les deux font le même exercice, hein? En tant que personne, en tant que je, tu sais. Moi, je veux ça, j'ai besoin de ça. C'est pas j'aimerais, là. C'est pas j'aimerais obtenir, j'aimerais ou je voudrais. C'est pas ça, là. Ça, c'est comme, je voudrais, là, dans le futur, et utilisez pas non plus je pouvais, tu sais, des phrases que il y a un si en avant, ça c'est conditionnel. Oubliez ça. Écrivez au présent. Je veux telle chose. J'ai besoin de ça. Continuez. Et ne gênez-vous pas. Remplissez votre feuille. Prenez-en deux s'il faut. Prenez-vous un cartable à anneau pour rajouter des feuilles. C'est important que vous fassiez cet exercice-là. Si vous n'êtes pas heureux en ce moment dans votre vie, c'est d'écrire vraiment ce que vous voulez. Et si vous êtes deux, mais passez vos feuilles, interchangez vos feuilles, lisez ce que l'autre désire et laissez l'autre lire ce que vous désirez. Et là, c'est là que vous allez vous rendre compte, écoute, on fait un match parfait ou on n'en fait pas un match parfait? Si on ne fait pas un match parfait, on est deux adultes, là, en ce moment, on peut-tu peut-être faire quelque chose? Tu sais, c'est-tu le temps qu'on fasse quelque chose ou c'est le temps qu'on ne fasse plus rien? Tu sais, on fait déjà plus rien. Là. Souvent, c'est ça, hein, il ne se passe plus rien dans le couple. Et là, vous perdez quoi, là, en vous séparant? Tu sais, à part un toaster puis un fer à repasser. C'est rien que du matériel, de toute façon. Puis du matériel, ça se rachète. C'est. Je vous dis ça comme ça parce que on est tous responsables de son bonheur, puis c'est pas la faute de l'autre. L'autre n'a pas la mission de rendre les autres heureux. Vous n'avez pas, vous, la mission de rendre les autres heureux. Ça ferait bien trop dur. Imaginez, vous avez deux, trois enfants, un mari ou une femme, vous vous donnez comme mission de tout rendre ce monde-là heureux. Et vous allez vieillir avant le temps. Vous allez vous allez vous épuiser. Donc, ce qui est important, c'est bien de réaliser qu'on est responsable de notre bonheur. L'autre n'a pas la mission de nous rendre heureux. C'est à nous de poser, pas de poser, mais de faire nos demandes. Hein? Si vous avez besoin d'affection, c'est à vous de demander. Hein? J'aimerais ça que tu me colles, j'aimerais ça avoir plus de câlins, j'aimerais ça qu'on s'embrasse plus souvent, blablabla. C'est à vous de le faire. C'est pas à l'autre de deviner. Là. Devine, là. Ça, devine, là, c'est bien dur d'un couple. Penser que l'autre doit tout savoir sur vous et selon vos agissements, ben, c'est évident. Non, c'est pas évident. Il n'y a rien d'évident. C'est pas parce qu'une personne elle se met à danser en avant de toi puis qu'elle bouge comme une danseuse topless qu'elle veut jouer aux fesses. C'est pas vrai. Non. C'est, c'est, ça marche pas de même. Je dis pas qu'on doit tout exprimer puis demander puis que ça soit très clair, mais il y a des choses qui sont pas évidentes, vraiment pas évidentes. Puis on n'est pas comment on appelle ça donc, des personnes qui devinent, là. On n'est pas des devins, tu sais, pour savoir tout ce qui se passe dans le mental de l'autre, puis qu'est-ce que l'autre veut, puis qu'est-ce que l'autre désire, puis quand, puis comment, puis impossible. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre la personne qui a besoin, c'est d'apprendre à faire ses demandes. Et ça ne vous empêche pas non plus d'offrir, hein? D'offrir à l'autre, de tenter une petite soirée tranquille, où on va se coller devant un film, où on va-tu prendre un bain ensemble ce soir, tu sais, c'est ça.
si ça te tente, pas trop, j'ai du temps, tu sais. C'est toutes des choses comme ça. On peut offrir à l'autre notre disponibilité, mais c'est pas à vous de deviner ce que l'autre a besoin, par exemple. S'il y a du non-dit, s'il y a des voyons, des signes qui sont pas évidents, mais là, tu sais, quand c'est pas évident, là, puis que tu sais plus, là, mettez-vous à la place des autres, là, à la place de l'autre. Tu sais. Bon, tu fais ça parce que elle veut se coucher de bonne heure à soir? Non? Voilà. Bon, comment je dois prendre ça, là? Ça, c'est pas évident. Donc, on pose des questions, faut discuter. C'est la base du couple, de toute façon, c'est la communication. Il faut parler. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à exprimer, il faut apprendre à demander, il faut apprendre à sortir nos émotions, bien garder en dedans. C'est vrai qu'on n'a pas la mission de rendre les autres heureux. De toute façon, ça ne se fait pas, là. C'est impossible. On peut pas rendre les autres heureux. On ne sait jamais, en offrant quelque chose à l'autre, si c'était vraiment ça que la personne désirait. On veut lui faire plaisir, oui, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'elle va avoir du plaisir avec ce qu'on a à lui offrir. Lui offrir un voyage d'un pays chaud, puis l'autre personne a désire aller en Alaska, c'est son rêve, mais que vous avez jamais compris que c'était là qu'elle voulait. Et là, on la rend pas heureuse en allant dans un pays chaud. c'est ça. On pense avec, avec ce qu'on perçoit, on pense que ça va rendre l'autre heureux, ou ça va lui faire plaisir, mais pas tout le temps. Donc, c'est important de discuter, bien souvent. Ou demander à l'autre personne, ça c'est intéressant. Demander à l'autre personne, si j'avais à t'offrir quelque chose qui pourrait te faire plaisir, ça serait quoi? Et là, vous pouvez demander pas juste un choix, donne-moi plusieurs choix, je veux te faire plaisir. Et l'autre personne, ben, c'est ça. Si elle se connaît, elle va avoir une petite liste. Et ça va être plaisant de choisir parmi la liste quelque chose qui va la rendre heureuse. Je parle au féminin, mais je parle de la personne. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Là. C'est ça. C'est sûr, quand on rend l'autre heureux, ça nous fait plaisir, ben c'est sûr que les deux sont heureux. Ça, c'est le fun. Le meilleur des mondes, c'est ça. Là. J'avais une petite phrase que j'avais gardée ici. Les expériences les plus difficiles sont les meilleurs outils pour devenir conscient de notre richesse intérieure. Oui. C'est vrai, quand on traverse quelque chose de difficile, soit qu'on refuse d'évoluer, d'avancer, d'aller voir en soi, euh, moi je peux dire, donc de développer quelque chose en soi pour pouvoir traverser l'expérience, ou soit tout simplement qu'on accepte l'expérience et là, on va en dedans de soi, puis on développe des facultés comme lâcher prise, s'abandonner, pratiquer la patience, pratiquer l'acceptation. Et, et ça, c'est toutes des richesses à l'intérieur de nous qui sont là, qui sommeillent et qu'on a à utiliser ou à réveiller ou à développer lorsque, justement, on nous arrive des expériences de vie qui font que on développe. On développe nos cadeaux à l'intérieur. On s'aperçoit que c'est souvent après l'expérience, quand l'expérience est terminée, que lorsqu'on fait une rétrospection, donc on voit l'événement avec du recul qu'on a traversé, c'est ça, une rétrospection. C'est souvent après qu'on réalise tout ce qu'on a traversé, et on se dit, waouh, j'en ai appris des choses pendant ce temps-là. Ça a été difficile,
Tu sais, j'ai fait beaucoup d'insomnie, j'étais sénile, j'étais anxieux, je m'inquiétais et je savais pas trop, j'avais peur de l'inconnu. Et, et pendant cette expérience-là, vous avez probablement appris à lâcher prise, à accepter, à faire confiance en la vie, à vous dire que oh, c'est juste une passe, je vais la passer, on verra après, ça va m'emmener. Euh, plein de facultés qui sont là, latentes. Ça dort en nous, c'est latent. Et, et qui, tout bonnement, on réalise que grâce à l'expérience, bon, on est devenu plus fort. Les facultés ont quasiment doublé. Je dis pas que c'était facile. Je dis pas que, que ça s'est fait naturellement et puis sans trop de pression, là. C'est pas ça. Bien souvent, c'est pas évident. On rush, comme on dit. On travaille fort. C'est ça. On s'aperçoit que pendant l'expérience, que on prend conscience qu'il y avait des choses en nous qui avaient besoin d'être épurées, d'être conscientisées, d'être tassées. On prend conscience qu'il y avait du ménage à faire. Et c'est ça qui arrive, c'est que chaque expérience nous fait élever encore plus, nous fait élever davantage vers une conscience plus grande, où on réalise que l'être humain est comme illimité dans ses facultés. Mon Dieu, que je pérode bien ce soir. Je parlais de ça tantôt, là. Les grands mots qui sortent. Je deviens de plus en plus conscient que je ne dis pas toujours la vérité. J'accepte que pour l'instant, certaines peurs m'empêchent d'être vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, on a tous des jardins secrets et on se garde toute une petite gêne ou un petit retenu. Parfois, lorsqu'on arrive devant une personne ou devant un groupe, qu'on est, qu'on n'est pas capable de dire les choses telles qu'on voudrait les dire parce que, bon, il y a soit la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur peu importe la peur, il y a une certaine peur qui nous empêche d'être vrai. Fait que souvent, moi, je dis aux gens, là, je vais faire un mensonge blanc. Le mensonge blanc, ça veut dire que je vais dire quelque chose qui ne sera pas complètement la vérité, mais qui, dans le fond, va faire quand même l'affaire. Euh, ça va répondre à la question, mais ça ne sera pas la vérité. C'est pas un mensonge, mais c'est un mensonge blanc. Dans le fond, c'est défier, dévier la question. Mais, tu sais, on peut le faire hein, quand les gens qui posent des questions et que ça vient toucher à une partie de nous qu'on préfère garder intime, mais c'est sûr qu'on souvent on répond par une question. Ou bien on répond par quelque chose qui fait c'est ça, un petit mensonge blanc. Hein, une moitié de réponse avec une moitié de mensonge qui fait un petit mensonge blanc et c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Euh, Ça arrive à tout le monde de mentir, d'utiliser ça. Pourquoi? Ben, tout le monde a des peurs. Fait que tout le monde, quand on vient poser une question à quelqu'un et a peur de sa propre réponse, ben, il va utiliser le mensonge. C'est correct. Quand on discute avec quelqu'un et que la personne, elle est toujours dans le mensonge, il peut avoir quelque chose derrière ça. C'est-à-dire que cette personne-là, ça se peut qu'elle ait euh, des problèmes d'estime d'elle-même. Hein. Des fois, il y a des gens qui se racontent une vie, là, puis c'est pas leur vie pantoute, là. Ils se racontent une vie, ils s'inventent une vie parce que ils n'aiment pas leur vie ou ils ont trop de honte face à faire l'humilité face à leur vie. Et ils utilisent le mensonge. Puis ça,
Tu sais, quand on s'aperçoit ou on est conscient qu'une personne nous ment quand elle nous parle, et il faut pratiquer la compassion, c'est-à-dire, il faut vraiment se dire, OK, la personne qui est devant moi, je sais qu'elle me ment, j'en parlerai pas, mais je vais ouvrir mon cœur, je vais comprendre que cette personne-là a une peur ou un problème quelconque face au fait qu'elle ne peut pas dire la vérité. C'est le même qu'on. C'est de même qu'il faut l'apprendre, c'est comme ça qu'il faut accepter l'autre personne en humilité, faire l'humilité. Comment je peux dire pas l'humilité, mais je veux dire avoir de la compassion, comprendre, comprendre l'autre dans ses peurs. Et c'est comme ça. Développer la compassion, c'est important, hein. La compassion, c'est un petit peu se mettre à la place de l'autre et se dire, oui, c'est vrai, moi aussi, si j'étais à sa place, j'agirais probablement de la sorte. J'agirais probablement, je ferais probablement la même chose. Tu sais. Des fois, on ne comprend pas pourquoi la personne agit d'une telle façon, mais en faisant la compassion et en se mettant à sa place, on finit par comprendre et finalement accepter. Et quand on accepte l'autre dans son expérience de vie, bien, on devient plus aidant, on devient plus dans la vibration de l'amour, qui fait que l'autre se sent accueilli dans ce qu'elle vit et accepté dans ce qu'elle vit et s'en sort plus vite de son expérience et se sent aimée et en même temps, elle réalise que parce que on l'a accepté dans sa façon d'être, même si elle a utilisé le mensonge, sans la traiter de non ou la critiquer, eh bien, elle réalise que c'est pas vraiment utile de mentir et elle devient, dans le fond, on l'aide à devenir une personne vraie. Avec le temps, tu sais, un certain temps, elle fait de plus en plus confiance en elle-même et aux autres et elle développe l'intégrité, comme on dit, c'est-à-dire que tout ce qu'elle pense et elle dit devient sa vérité et il n'y a plus de honte ou de retenue elle n'a plus besoin d'utiliser le mensonge parce que les gens alentour ont appris à développer la compassion envers elle et ça fait que c'est rendu inutile d'utiliser le mensonge pour être aimé. C'est toujours pour être aimé, hein. Qui n'a pas besoin d'être aimé sur cette terre? On veut tous être aimés. La, comment je pourrais dire, non? On veut tous être aimés, mais ce qui est important, c'est de cesser de faire des pirouettes pour pouvoir être aimé. Tout le monde a ce besoin d'amour-là et tout le monde a à le développer envers lui-même, après ma barre, pour devenir autonome, effectivement. On a à ressentir des sentiments d'amour pour soi-même. C'est spécial, mais c'est ça. C'est pas de l'égoïsme, là. On va parler d'égoïsme puis d'amour. Vous allez voir, vous allez comprendre la différence. Une personne égoïste, c'est qu'elle enlève quelque chose à quelqu'un pour son propre plaisir. Donc, si moi, je suis dans un salon ce soir, j'écoute un film, puis là, j'ai invité un ami qui a amené un sac de chips. Puis moi, j'ai le goût de manger les chips, puis là, je la regarde, puis j'enlève son sac de chips, puis je dis, ah, merci, t'es fin de m'avoir amené un chip. J'enlève, puis je mange tes chips. Puis l'autre, il me regarde en disant, est-ce que là, lui, il me volait mes chips? Ben, moi, j'ai dit, ben, j'espère que j'ai faim. Désolé, mais j'ai trop faim, puis j'ai le goût de chips, fait que tu viens de perdre ton sac de chips. J'ai arraché quelque chose pour mon propre plaisir. Ça, c'est de l'égoïsme. L'amour de soi, on n'enlève rien à personne. On enlève. C'est pas de l'égoïsme. T'enlèves rien à personne. Si moi, je suis ici, je suis accompagné avec du monde, et tout d'un coup, j'ai une forte sensation que j'ai le goût d'aller prendre un bain, tu sais. Et je peux dire aux gens, excusez-moi, pendant la prochaine demi-heure, je dois quitter, je me sens pas propre et j'ai besoin d'un bon bain, ça va me relaxer et tout.
j'enlève rien à personne, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas là, et les gens vont comprendre, et ça finit là, et je m'aime assez pour me faire plaisir d'aller prendre un bain. Et ça devrait être toujours comme ça. Lorsqu'on n'enlève rien à personne, on n'est pas dans l'égoïsme, on est dans l'amour de soi. Tu sais. Et quand on décide de faire plaisir aux gens, là, on est dans le don de soi. On donne. Et donner, ça vient du cœur, donc c'est encore de l'amour. Et quand on donne, on fait un don de soi, c'est de l'amour. Donc, aimez-vous les uns les autres. Hey, la phrase, check bien la phrase que je vais vous sortir, que ceux qui ont été dans la petite catéchèse ou à la petite église ont répété des milliers de fois, là. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Ça, je me rappelle quand j'étais jeune. Je répétais ça, comme Dieu vous aime. Et là, Dieu, on le voyait en dehors de nous. Ouf, ça me ramène loin. Mais tu sais, aimez-vous les uns les autres, c'est ça, on s'aime. Les gens s'aiment. Comme Dieu vous aime. Oh, comme Dieu m'aime. C'est qui Dieu, dans le fond? Moi, j'ai tellement cherché, mais c'est toi. C'est toi, Dieu. C'est la partie divine en toi. C'est ta source intérieure. OK. La source intérieure. OK. En moi, j'ai quelque chose. C'est en moi, mon âme. OK. Mon âme est amour. Puis elle m'aime. OK. Donc, je dois, moi, recevoir et donner de l'amour à moi-même, hein, des sentiments d'amour pour moi. Je m'aime, je nourris en moi cette partie de moi qui est là, qui est déjà de l'amour. Je me la donne, je m'en nourris. Et quand mon intérieur est rempli de ce sentiment-là, ben, je peux en donner. Hein? Je peux donner aux autres. C'est ça qui fait que une personne qui a une dépendance affective doit apprendre à se donner de l'amour et tranquillement, avec le temps, on ne sait pas combien de temps, mais elle-même va se nourrir de son propre amour, l'amour propre, comme on dit, va avoir de l'amour pour elle-même, qui va faire qu'elle va moins quémander. Elle ne fera plus de pirouettes pour pouvoir être aimée et elle n'aura plus besoin non plus de patcher, comme on dit, le vide à l'intérieur qu'elle a. Pourquoi? Ben parce qu'elle a tranquillement nourri ce vide qu'elle restait à l'intérieur. Elle le nourrit avec de l'amour. L'amour, ça nourrit, hein, ça guérit. Donc, elle se remplit de sentiments d'amour pour elle. Moi, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est d'avoir de la compassion pour moi-même. Tu sais, quand je souffre, je me touche, puis je me dis, tu sais, Claude, je vais prendre soin de toi, Claude. Je t'aime, Claude. T'es une bonne personne. T'es capable de traverser bien des affaires. T'en as déjà traversé en masse. Là, je me parle comme ça. Là, je me nourris de la compassion. Oui, Claude, je te comprends, oui. Si j'étais toi, Claude, là, ben, je ferais la même chose que ce que tu fais là. Bon, parfait. C'est comme si Claude était devenu une deuxième personne et que je ressentais au fond de moi une compassion pour cette personne-là. Donc, c'est comme si, tu sais, le boomerang, j'émets une émotion, un sentiment, et ce sentiment-là m'appartient, je me le redonne à moi-même. Ça, là, c'est comme si alentour de moi, il y avait un champ d'énergie, là, tu sais, qui reçoit et qui émet, mais c'est juste à moi que ça se passe, en moi. Donc, ça fait ça comme ça, là. Je me nourris moi-même. Et ça, c'est un bon sentiment pour soi-même. Ça, c'est l'amour de soi. C'est se donner du temps pour soi, de l'attention, de l'affection, tout ça nourrit. C'est de l'amour pour soi. Et ça, plus on fait ça, moins on sent le besoin de demander aux autres d'être là, d'être présent, de nous donner effectivement des compliments, de nous donner de l'attention. Ça devient moins, euh, je veux dire, on en a moins besoin. C'est ce qui fait avec le temps qu'on devient de moins en moins dépendant affectivement. Et donc, on n'a plus besoin d'utiliser une forme quelconque
de, 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 de choses physiques comme sexe, drogue, alcool, Internet, toutes les dépendances, loterie, jeux vidéo, réseaux sociaux, toutes ces choses-là, à un moment donné, ça devient moins. On peut s'en passer plus facilement. T'sais. Je dis pas qu'on n'a plus besoin, c'est qu'on s'en passe plus facilement. Ça devient moins nuisible dans notre vie parce qu'on n'a plus besoin de combler un vide à l'intérieur de soi. Ce vide-là qu'on avait est rempli maintenant par de l'amour de soi. Et ça, cet amour de soi-là, euh, à force de pratiquer ça, de le mettre en pratique dans sa vie, à force de nourrir cette émotion, ben, pas de, oui, émotion ou sentiment, à force de pratiquer cet exercice-là, euh, il se passe quelque chose dans l'intérieur, c'est que ça devient automatique. Ça, ça devient que comment je dirais ça? Qu'on n'a plus besoin de pratiquer parce que ça se fait tout seul. Ça devient automatique. C'est comme quelque chose un exercice qui fait partie de notre quotidien. Tiens. C'est ça que je voulais dire. Donc, pratiquer l'amour de soi, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent encore aujourd'hui, là, c'est pas de l'égoïsme. On n'enlève rien à personne quand on s'aime. Au contraire, plus on s'aime, plus on a à donner aux autres et plus les autres nous aiment. Donc, plus on donne, plus on reçoit. Et c'est la même chose avec soi-même. Hein? Plus je me donne, plus je reçois. Tu sais, ça descend dans nous. Donc, je donne de l'amour, tu sais, à tout mon être, tu sais, toute mon aura, mon énergie, là. Je remplis ça d'amour, là. Et ça me revient. Et ça m'installe, ça me transporte dans un sentiment de bien-être qui fait que ça fait vraiment comme un champ d'énergie qui me nourrit. Et ça devient comme une protection pour soi-même aussi. Hein? L'estime de soi augmente, la confiance en soi augmente, on se sent plus en équilibre. C'est un exercice très simple qu'on peut faire à chaque instant de notre vie. On peut faire ça le matin en se levant, le soir en se couchant. Moi c'est souvent le soir en me couchant. On dirait que j'ai besoin de me retrouver, tu sais, de sortir du brouhaha de la vie, du train-train, là, euh, qui nous a emmenés hors de nous. Quand j'ai besoin de me retrouver, c'est souvent le soir avant de me coucher. Et c'est là inconsciemment, il y a comme une petite pratique qui s'installe en moi qui fait que c'est beau, Claude, t'as passé une belle journée, merci, t'es beau, t'es fin, t'es capable. La fameuse phrase. Mais c'est pas ça. Moi, c'est plus que t'es beau, t'es fin, t'es capable. Mon affaire, je te félicite. Tu fais le meilleur de ta connaissance. Si tu savais plus, tu ferais probablement autre chose. Mais tu vois avec tes limites. Euh, T'acceptes, tu pratiques l'acceptation. Même si les choses ne vont pas comme tu voudrais, tu acceptes quand même. Donc, c'est bien. Tu pratiques le lâcher-prise, tu pratiques l'abandon, tu t'abandonnes, tu fais le tibio qui flotte, qui se laisse porter par les événements, sans trop bouger, puis tu te dis, ben écoute, il y a des choses à apprendre, on va les apprendre. Et ça, là, tout ça, là, ça me nourrit quand je me dis que je suis fier de moi-même et que je m'aime dans cet état-là. Ça, c'est de l'énergie comme ça que j'émane de moi-même, mais qui revient. Et ça comble des vides, ça comble, tu sais, on ne peut plus attendre après nos parents pour nous donner une tape sur l'épaule et dire je suis fier de toi. Là. On serait supposé d'être capable de le faire à nous-mêmes. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. Il faut vraiment euh, se, se- s'estimer soi-même, s'aimer soi-même, réaliser que plus on avance dans la vie, plus la confiance s'installe envers soi-même, envers les autres, envers la vie. Devenir tout conscient de ces choses-là
Et on passe des meilleures journées, on passe même des meilleures nuits de sommeil quand on s'endort avec ces pensées-là. Et c'est ce qui nous tient aussi. Je dis pas que des fois, on se sent comme tellement brassé qu'on se sent déséquilibré. Oui, c'est vrai. Mais on revient plus vite en stabilité lorsqu'on a appris à s'estimer et à se donner de l'amour. Plus on reçoit de l'amour, l'être humain est comme ça, hein. C'est un émetteur-transmetteur au niveau des énergies. Et plus on reçoit, plus on donne. C'est dans l'être humain. L'être humain, fondamentalement, il est bon. C'est pas un, c'est fondamentalement, au fond de l'être humain, là, il y a une âme et c'est la bonté qui est là. C'est la paix, c'est toutes les qualités que vous pouvez imaginer qui sont favorables. C'est au fond de lui, là, c'est ça. Sauf que quand l'ego a pris le dessus, l'ego qui est la personnalité, c'est pas nous-mêmes, c'est pas l'âme, hein. L'ego, c'est comme la rivale de l'âme. Et quand l'ego a pris le dessus en nous, c'est très facile à savoir. La première chose que l'ego, euh, la première chose qu'on pourrait détecter, à savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est l'ego ou mon âme qui a pris le dessus, là? Ben, c'est tellement simple, vous allez comprendre. Aussitôt qu'on souffre, c'est qu'on est dans l'ego. Parce que l'ego souffre. L'ego, il souffre, l'âme ne souffre pas. C'est tellement subtil. C'est subtil, l'ego puis l'âme, parce qu'on peut pas voir, on peut pas palper, on peut pas, c'est pas clair, tu sais. Tu sais, on sait qu'une émotion de colère, c'est la colère, hein? On verse partout contre la colère. C'est plus facile à identifier une émotion que l'ego puis l'âme. L'âme, comment on pourrait représenter l'âme, puis comment on pourrait représenter l'ego, tu sais, c'est pas évident. Mais c'est seulement à travers euh, la compréhension, puis à travers la constatation de ce qui se passe en soi, qu'on peut détecter si on a affaire à l'ego ou à l'âme. Premièrement, on a toutes les deux. Hein. Ça prend une âme pour qu'un corps reste en vie, donc ça prend l'âme. Et il y a l'ego qui se développe avec les années. À mesure qu'on avance en âge, l'ego se développe. Et donc, c'est la preuve que l'ego n'arrive pas en même temps que l'âme ou avant l'âme dans le corps. L'ego n'existe pas. Les enfants à 2 ans, 3 ans, ils développent leur ego. Ils n'ont pas d'ego. C'est pour ça qu'ils vivent des émotions ils sont très dans le moment présent, hein, parce qu'il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Les émotions rendent ça. Ils sont vraiment transmetteurs, émetteurs, et ça coule. Ça coule. C'est juste quand on avance en âge, où on se fait dire que c'est pas correct ça, c'est pas correct ça c'est beau, tu peux, ça tu peux pas, c'est pas bien de pleurer, en tout cas pleure, mais dans ta chambre, pleure pas devant le monde. Toutes ces choses-là, toutes ces directives-là, ont fait de nous des gens qui on a de la difficulté avec nos émotions, de la difficulté à les exprimer. Et, et, et qu'est-ce qui nous empêche de laisser aller les émotions? Ben, c'est l'ego. L'ego, c'est tout ce qu'on a à magasiner et de concepts, de blocages, de peurs, d'idées qui déclenchent des mécanismes en soi qui bloquent. Donc, si l'ego bloque la vie dans soi, hein, ben on souffre. Donc, c'est pour ça que je vous dis,
Pour savoir si vous êtes dans l'ego, regardez si vous êtes en train de souffrir. Si vous souffrez, c'est pas votre âme qui souffre, c'est l'ego. Et l'ego, le seul moyen, en tout cas que je connaisse, euh, pour arriver à le tasser, à faire diminuer son pouvoir, c'est d'accepter. Accepter qu'il existe, lui donner le droit d'exister et de rester observateur de qu'est-ce qui se passe. Hein? Bon, un exemple, j'ai peur de dire à une personne, je sais pas, il faut que je rencontre quelqu'un demain et j'ai peur de comment elle va voyons, comment elle va accueillir. Bon, mettons, j'ai pris une décision et demain, je dois aviser quelqu'un de ma décision et je ne sais pas comment elle va prendre ça. Et là, je me mets à avoir peur de plein de choses. Je me fais des histoires, je me fais des idées, je me fais un scénario. Et ça, ça c'est l'ego. Ça, c'est vraiment l'ego. Pourquoi? Ben, un, je suis même pas dans le moment présent. Ça, c'est l'ego. Il n'est jamais dans le moment présent. Deux, j'ai peur. Oh, la peur, c'est une émotion. Donc, mes idées, hein, dans ma tête, là, hein, l'ego, c'est surtout l'intellect, tout le mental. Mes idées déclenchent des émotions. Oh, et ces émotions de peur, c'est pas très favorable. Hein? Donc, l'ego déclenche en moi une certaine souffrance, des émotions de peur. Tu sais, d'être là tout de suite, là, on peut arrêter, on est dans l'ego. Bon, on est dans l'ego, OK. Comment on fait pour revenir à l'âme? Hein? Quand je souffre et que je veux diminuer mon ego parce que je ne me tente pas de souffrir, je dois accepter que j'étais dans mon ego. OK, oui, hein, tu y penses, tu dis, oui, c'est vrai. OK, là, j'étais dans mon ego. Là, mon ego, lui, là, je suis tanné. Je vais arrêter de lui donner du pouvoir de même parce qu'il nuit à ma vie. C'est pas ça que je veux vivre. Moi, je veux être bien. Si je veux être bien, je vais m'en aller du côté de l'âme. L'âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle? L'âme, elle va dire, mais là, tu n'as pas besoin d'avoir peur de rien. C'est pas en ce moment, là. Le moment, là, c'est demain ton affaire, là. Fait que là, en ce moment, là, concentre-toi sur ce qui se passe là. Je sais pas, on fait les mots croisés, un peu de toi, arrête de penser à ça. C'est ça, l'âme, elle vit dans le moment présent. Elle n'a pas peur, elle n'a jamais peur. Ça n'existe pas. Elle n'a pas peur de rien, l'âme. Donc, plus on va du côté de l'âme, moins on a peur, plus on s'abandonne, plus on accepte les choses, moins on souffre. Donc, c'est important de diminuer l'ego, puis d'augmenter son rapport avec l'âme, diminuer le pouvoir de l'ego. Pour atteindre un certain équilibre, c'est bien important. Parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'amour de l'autre. Les gens ne sont pas obligés de nous aimer. Puis ça dépend aussi c'est quoi qu'on entend par l'amour de l'autre. Est-ce que c'est sa présence? C'est parce qu'il nous donne, l'autre nous donne l'attention? L'amour, là, ça a plusieurs formes. Est-ce que tu as peur de perdre ton amour? Il y a des gens qui ont peur de perdre leur... Quand tu es autonome, effectivement, tu n'as plus peur de perdre l'autre. Quand l'autre s'en va, tu te dis, ben, c'est correct. On a vécu une expérience qui se termine là. Puis c'est correct aussi. On l'accepte facilement parce que on n'a plus la peur de ressentir un vide intérieur quand on a appris c'est quoi s'aimer. Quand on a appris c'est quoi l'estime de soi, puis être capable d'être autonome effectivement, d'être capable de faire ses demandes, d'être capable de remplir son vide intérieur par sa propre présence, d'être bien seul. Je dis pas de vivre la solitude, là, mais d'être bien seul, tu sais, de pas quémander la présence des autres lorsqu'on est seul. Quand on a appris à s'aimer puis d'être autonome effectivement, quand l'autre personne décide qu'elle quitte,
ou qu'elle ne ressent plus de sentiments d'amour pour soi, ben c'est correct. On l'accepte mieux lorsqu'on est autonome affectivement. Si on est dépendant affectivement, là, c'est un autre game. C'est un autre game. Ça, là, c'est souffrant parce on, il y a toutes sortes de réactions qui peuvent arriver lorsqu'on a une dépendance affective. Vraiment, c'est pas évident. Bonsoir, Louise. C'est un devoir de s'aimer soi-même. C'est même quelque chose que, tu sais, quand on est jeune, qu'on commence à l'école, là, ils nous montrent à être en compétition avec des notes, puis bon, dans le sport, dans tous les domaines, et ça nous empêche de nous aimer nous-mêmes. Ça fait que, tu sais, prends conscience, moi je prends conscience que l'humanité, ben, en tout cas, ici, dans les écoles, je dis pas que c'est toutes les écoles qui sont comme ça, mais il y a besoin vraiment d'un changement euh, au niveau de l'enseignement pour pouvoir faire valoir chaque personne unique et faire prendre conscience du potentiel de chacun, puis de le développer. Puis cesser de les caser aussi, cesser de dire, bon, tu t'en vas là, puis tu vas faire ça. Non, c'est plutôt de demander aux jeunes, qu'est-ce que tu as le goût de faire? On va te faire passer certains tests, on va voir tes habiletés, et après, on va te proposer des formations quelconques qui vont t'emmener à faire un métier que tu aimes. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, là. Ça devrait être ça, les écoles. En tout cas, on le souhaite, là, pour une nouvelle génération. Euh, et évidemment, justement, enseigner aux enfants, aux jeunes à s'aimer. Euh, tu sais, quand on s'aime, ça enlève tellement de bébites. Les gens s'aiment pas, les gens se sentent trahis, les gens se mentent, les gens se font peur, les gens sont malades. Tandis que juste apprendre à leur enseigner c'est quoi l'amour, le faire pratiquer ça, tranquillement leur faire intégrer ce sentiment-là et cette, euh, cette pratique-là pourrait enlever tellement de problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, des problèmes physiques, des problèmes émotionnels. Ça va être le temps qu'on bouge là, pour les nouvelles générations. D'ici à ce qu'on se revoit, eh bien, soyez heureux, prenez soin de vous, prenez le temps de vous aimer, pratiquez ça. Et vous allez voir, ça fait tellement de bien. Et je vous dis à bientôt et bonne fin de soirée tout le monde. Ciao.